Les parents de mon mari ont insisté pour que je signe un contrat de mariage, avec ce ton suffisant qui m'avait glacée. C'est la maison d'Antoine, et si ça tourne mal, tu partiras les mains vides. Ils avaient presque levé leur verre après cette phrase, comme si j'étais déjà évacuée de leur monde, et ils étaient ravis. Jusqu'au jour où j'ai hérité de 22 millions d'euros. Ce jour-là, ils ont souri d'un air triomphant, comme si le destin les récompensait d'avoir su rester prudents. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je m'étais déjà préparée. Je leur ai remis les papiers du divorce, calmement, et je leur ai montré exactement ce que leur fameux contrat disait. J'aurais dû partir dès qu'Élise, la mère d'Antoine, m'a tendu le contrat de mariage, avec ce petit sourire condescendant. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'étais amoureuse, et parce que je pensais qu'Antoine n'était pas comme eux. J'avais tort. Quand je l'ai rencontré, ma vie était simple mais stable. Je bossais comme ingénieur en logiciel. J'avais mon propre appartement à Montpellier, j'étais indépendante. Je n'étais pas riche, mais je n'avais besoin de personne pour vivre. Antoine, lui, avait grandi dans l'opulence. Ses parents, Élise et Gérard Delorme, possédaient une agence immobilière de luxe à Nice, et ils lui avaient tout payé, ses études, sa maison dans les hauteurs de Cassis, son poste bien placé dans leur entreprise. Il n'avait jamais connu le stress du découvert ou des fins de mois serrés. Dès le début, j'ai senti que ses parents me jugeaient. Élise me bombardait de questions déguisées en politesse. Mes origines, mes revenus, mes parents. Gérard, lui, m'ignorait presque. Ils ne m'ont jamais insulté. Non, c'était plus insidieux. J'étais hors cadre, hors statut, trop banal pour leur fils adoré. Mais Antoine me regardait autrement. Il me disait qu'il s'en fichait de la vie de ses parents, qu'il m'aimait pour qui j'étais. Et j'y ai cru. Comme une idiote. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai pensé que sa famille allait enfin m'accepter. Au lieu de ça, ils nous ont invités à dîner pour ce qu'ils ont appelé une conversation importante. Élise s'est servi un verre de chardonnay, m'a lancé un sourire pincé et a dit « Avant d'aller plus loin, il faut qu'on règle une formalité. » Gérard a posé une pochette sur la table. J'ai regardé Antoine. Il évitait mon regard. Gérard a repris. Ce contrat de mariage est là pour protéger Antoine, son patrimoine et son avenir. En cas de divorce, tu garderas ce qui t'appartient. Rien de plus. Je n'avais jamais demandé un centime à leur famille. Et pourtant, ils me traitaient comme une intrigante venue piller leur petit empire. Élise a souri, faussement compatissante. Tu comprends, n'est-ce pas ? Oui. Je comprenais parfaitement. J'aurais dû partir. Mais j'étais amoureuse, et je me disais que leur argent ne m'intéressait pas. Alors j'ai signé, et ils avaient l'air tellement satisfaits. Les premiers mois, tout allait bien. L'année suivante, ça allait encore. Mais au bout de 3 ans, j'ai vu les fissures. Ou peut-être qu'elles avaient toujours été là, et que je refusais de les voir. Antoine avait cessé de faire des efforts. Il ne me regardait plus comme avant. Il me disait que j'exagérais quand je lui demandais de l'attention. Et pire encore, il se mettait à parler comme sa mère. « Tu vas sortir habillée comme ça ?» Ou « Tu devrais penser au botox ?» Il répétait aussi souvent « Tu devrais être reconnaissante ». Comme si je ne travaillais pas, comme si je ne participais pas aux charges. Et toujours ce refrain, c'était sa maison, son argent, sa vie. Moi, j'étais tolérée. Élise et Gérard débarquaient quand bon leur semblait, critiquaient chaque décoration, râlaient si je changeais un coussin de place. Ils me faisaient sentir que je n'étais qu'une locataire passagère dans leur monde. « Tu as de la chance qu'Antoine prenne soin de toi », disait Élise avec ce sourire entendu. J'étais épuisée. Et puis, le hasard a frappé. Mon oncle est décédé. On n'était pas proches, mais il n'avait pas d'enfants, peu de famille. Et contre toute attente, il m'a légué toute sa fortune. 22 millions d'euros. Quand je l'ai dit à Antoine, il s'est figé. Son premier mot ? Combien ? Pas, ça va ? Ou, tu veux en parler ? Non. Juste, combien ? Et là, tout a changé. Ses parents, qui me traitaient comme une tache sur leur vaisselle en argent, se sont soudain souvenus de mon prénom. Élise m'a invitée à déjeuner. Moi seule. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial. » Gérard, muet depuis 6 ans, a soudain voulu discuter investissement. Antoine, lui, est redevenu charmant. Il voulait voyager, acheter des propriétés, faire des projets. Je les ai laissés rêver. Je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné.
Pendant qu'ils levaient leur verre à notre avenir doré, moi, je retrouvais le contrat de mariage qu'ils m'avaient imposé. Ligne par ligne, avec mon avocate, nous l'avons décortiqué. Et devine quoi? En voulant tellement me priver de leurs biens, ils avaient oublié de protéger leur fils des miens. Rien, absolument rien ne liait mon héritage à Antoine. En cas de divorce, il ne toucherait pas un centime. J'ai presque ri quand maître Delmas, mon avocate, me l'a confirmé. Le piège qu'ils avaient tendu s'était retourné contre eux. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai commencé à préparer ma sortie méthodiquement. D'abord, j'ai ouvert un compte bancaire uniquement à mon nom. J'y ai transféré l'intégralité de mon héritage. Antoine n'y avait aucun accès. Ensuite, j'ai engagé un avocat spécialisé en droit patrimonial. Je voulais m'assurer qu'aucune faille ne pourrait être exploitée. Et pendant ce temps, je jouais la comédie. Je souriais, j'écoutais Antoine parler de ses plans grandioses, acheter une maison de vacances en Corse, refaire la cuisine, investir dans la société de son père parce que, soi-disant, il fallait garder la richesse en famille. Pas une seule fois, il ne m'a demandé ce que moi je voulais faire. Parce qu'à ses yeux, mon argent ne m'appartenait déjà plus. C'est là que j'ai compris. Il ne m'avait jamais aimée. J'étais une façade, une épouse de vitrine. Et maintenant que j'avais quelque chose à offrir, il faisait semblant que je comptais. Alors j'ai continué à jouer. J'ai encaissé les compliments hypocrites. J'ai laissé Élise me prendre par le bras comme si nous étions proches. Et pendant ce temps, je rassemblais les pièces du puzzle. J'ai récupéré tous les documents financiers nécessaires. J'ai discrètement commencé à chercher une maison. Une vraie maison. À moi. Une villa face à la mer à Bandol, réglée comptant. Et puis, j'ai attendu le moment parfait. Ce déclic final qui me libérerait définitivement. Antoine me l'a offert sur un plateau. Il rentrait de plus en plus tard. Au début, je pensais qu'il travaillait plus dur pour nous. Mais un soir, son téléphone a vibré pendant qu'il était sous la douche. Un message s'est affiché. Hâte de te revoir ce soir. La dernière fois était magique. Signé Julie. Je n'ai rien ressenti. Ni douleur, ni colère. Juste une clarté glaciale. J'ai ouvert leur conversation. Des mois de messages, des photos, des projets. Leur histoire remontait à bien avant mon héritage. Et là, j'ai compris. Antoine ne me trahissait pas seulement. Il tentait de sécuriser son avenir avant de me larguer. Il croyait me manipuler. Il n'avait aucune idée de ce que j'étais en train de mettre en place. Je ne l'ai pas confronté. Pas tout de suite. J'ai appelé un détective privé. Si Antoine voulait jouer sale, moi, je jouerais malin. En moins d'une semaine, j'avais tout. Les photos, les vidéos, les preuves. Lui et Julie, dans des hôtels, des bars, main dans la main, échangeant des regards qu'ils ne m'avaient plus adressés depuis des années. C'était parfait. J'ai tout remis à mon avocate. On y va? Elle a souri. On y va. Quelques jours plus tard, Antoine est rentré de bonne humeur. Il m'a embrassé sur la joue, s'est servi un verre et a commencé à me parler d'une opportunité d'investissement que son père venait de lui présenter. Je me suis levée sans un mot et j'ai posé les papiers du divorce devant lui. Il a haussé les sourcils. C'est quoi ça? Lis. Il a feuilleté. Son expression est passée de l'amusement à l'incrédulité, puis à la panique. Tu plaisantes, hein? J'ai sorti ma copie du contrat de mariage, celui-là même qu'il m'avait fait signer avec tant d'arrogance. J'ai tourné les pages jusqu'à la clause clé, celle qui précisait qu'aucun bien acquis pendant le mariage ne lui reviendrait automatiquement. Il est devenu pâle. Il a recommencé à lire, frénétiquement, comme s'il espérait trouver une faille. Toi et tes parents avez tout fait pour que je reparte sans rien, ai-je dit calmement. Vous avez juste oublié de vérifier que toi non plus, tu ne prendrais rien. Silence. Élise et Gérard n'étaient pas là pour le sauver. Aucun plan de secours. Il était seul. Mais je n'avais pas terminé. J'ai sorti une enveloppe. Tu devrais regarder ça aussi. J'ai étalé les photos de lui et Julie sur la table. L'adultère en haute définition. Il s'est figé. Mon avocate te contactera sous peu, ai-je ajouté en attrapant mon sac et mes clés. Puis je suis sortie. Je l'ai laissé là, seule, dans cette maison qu'il m'avait toujours interdite de considérer comme mienne. Et je n'en avais plus besoin. Le lendemain, pas un mot. Le surlendemain, toujours rien. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne. Ce n'était ni Antoine ni Gérard. C'était Élise. 3 appels. J'ai fini par décrocher. Comment as-tu pu lui faire ça? Sa voix tremblait de colère. J'ai failli éclater de rire. Faire quoi? Le quitter? Le dénoncer? Montrer qu'il me trompait?
Tu es en train de détruire sa vie, s'est-elle écriée. Pourquoi? Une vengeance mesquine. C'était presque comique. Vous m'avez forcé à signer un contrat. Vous m'avez traité comme une intruse. Et maintenant que je m'en vais, vous êtes en colère? Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré d'une voix plus basse, plus acérée. Puis elle a raccroché. Je suis restée un moment silencieuse. Puis j'ai souri. Ah, donc c'est comme ça qu'il voulait jouer? Très bien. Les jours suivants furent calmes. Trop calmes, jusqu'à ce que mon avocate m'appelle. Il conteste le contrat, m'a-t-elle annoncé. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ils veulent se faire annuler pour déséquilibre manifeste. J'ai explosé de rire. Le contrat qu'ils avaient eux-mêmes rédigé. Mais Élise et Gérard n'étaient pas idiots. Ils avaient de l'argent, des contacts. Ils tentaient le tout pour le tout, mais moi aussi, j'étais prête. Et j'avais encore une carte à jouer. Le jour de l'audience arriva. Antoine, Élise et Gérard se présentèrent avec une équipe de 3 avocats. De mon côté, j'étais là avec maître Delmas et un expert comptable judiciaire. Car pendant qu'ils remuaient ciel et terre pour contester un contrat qu'ils avaient eux-mêmes conçu, moi je creusais dans leurs affaires. Et ce que j'avais découvert allait tout changer. Gérard et Élise maquillaient leurs comptes depuis des années. Fraude fiscale, fausses factures, actifs dissimulés, montage louche entre différentes sociétés. Et Antoine? Il était officiellement co-dirigeant de l'entreprise. Qu'il ait été au courant ou non, ça ne comptait plus. Son nom figurait sur les documents, et ça suffisait pour l'impliquer. Alors quand leur avocat a commencé à plaider l'injustice du contrat, maître Delmas s'est penché vers le juge, a posé un dossier volumineux sur la table et a dit « Avant toute chose, votre honneur, nous avons une pièce à soumettre. » J'ai observé Élise. Elle a blêmi. Gérard a raidi les épaules. Antoine, lui, ne comprenait pas encore. Le juge a feuilleté les documents, le front plissé. Il a levé les yeux. « Monsieur et madame Delorme, comprenez-vous la gravité de ce que je lis ici ?» Élise a vacillé sur sa chaise. Gérard a serré la mâchoire. « Antoine ?» a demandé le juge. Mon ex-mari avait enfin compris que quelque chose clochait. « Je ne gère pas les finances. Il s'est tourné vers ses parents. Maman, papa. Mais ils ne le regardaient plus. Leurs yeux étaient braqués sur moi. Et là, ils ont compris. Je ne faisais pas que partir. Je ne faisais pas que garder mon argent. J'étais en train de les faire tomber. Le château de cartes s'est effondré en quelques minutes. Le juge a refusé de casser le contrat de mariage. Mon héritage est resté exclusivement à moi. Mais surtout, une enquête fiscale complète a été ouverte contre l'entreprise Delorme. Antoine, à cause de sa signature sur certains documents, a été mis en cause. Que ce soit volontaire ou pas, il était lié aux fraudes. La maison, saisie, la société, gelée, leur réputation, anéantie. Et moi, je suis sortie de cette salle d'audience libre, riche, intouchable. Les derniers mots d'Élise me sont revenus. Tu vas le regretter. Non, Élise, c'est toi qui regretteras. Antoine a tenté de me joindre, encore et encore, d'abord furieux. Tu m'as piégé, tu as ruiné ma vie. Puis désespéré. On peut arranger ça. Parle-moi, je t'en supplie. Puis larmoyant. J'ai ignoré chacun de ses appels. Élise et Gérard avaient d'autres chats à fouetter. Le fisc les passait au crible. Leurs comptes étaient gelés. Des inspecteurs écumaient leurs dossiers. Et leurs chers amis du cercle fermé de la Côte d'Azur, disparus, une connaissance commune m'a appris qu'ils avaient dû vendre leur villa de Roquebrune pour payer les frais d'avocat. Et Antoine? Plus rien. Leur protection envolée, ils n'avaient plus un sou. La maison qu'ils m'avaient un jour interdite, saisie par la banque. L'argent qu'ils pensaient éternel, évaporé. Leur statut, démoli. Quant à moi, j'étais enfin libre. Quelques mois plus tard, un numéro inconnu s'est affiché sur mon écran. Par curiosité, j'ai décroché. Une voix que je ne connaissais pas. Espèce de garce. C'était Julie, la maîtresse. J'ai souri, tranquille, elle était en colère. Il m'a promis qu'on vivrait ensemble, qu'on aurait de l'argent, une maison. Elle a ri jaune. Après ton coup, il n'a plus rien. J'ai pris une inspiration posée. Et tu veux que je fasse quoi? Silence. Puis sa voix a changé, plus agressive. C'est ton mari. Là, j'ai éclaté de rire. Non, Julie. Plus maintenant. Et j'ai raccroché. Je n'ai plus jamais pensé à elle.
ni à lui. Pas vraiment. J'ai su, par des bruits de couloir, qu'après la débâcle, Antoine était retourné vivre chez ses parents. Sauf que cette fois, ce n'était pas dans une villa de luxe avec vue sur mer. Non, c'était dans un banal appartement en location à Fréjus. Sans entreprise, sans réputation, sans avenir. Et moi? J'ai emménagé dans ma maison. Celle que j'avais choisie. Celle que j'avais achetée. En bord de mer. Rien que pour moi. Pas de belle-mère intrusive. Pas de mari condescendant. Personne pour me faire sentir que j'étais une invitée dans ma propre vie. Parce que cette vie, désormais, c'est moi qui l'ai construite. De mes propres mains. Et je ne la dois à personne. Et toi, tu l'as écoutée depuis où, cette histoire? Raconte-le-moi en commentaire, j'aimerais vraiment savoir. Est-ce qu'elle a réveillé quelque chose en toi? Peut-être un souvenir, une injustice, ou juste ce besoin profond de reprendre le contrôle? Parfois, il suffit d'un déclic. Et si cette histoire t'a touché, si tu crois au départ discret, aux forces tranquilles et à ces victoires qu'on construit sans faire de bruit, abonne-toi. Ce n'est que le début. Merci d'avoir été là, vraiment. À très vite. Et surtout, n'oublie jamais, tu mérites ta propre vie.